Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts pour la dernière fois de la saison. Et cette semaine, nous allons passer en revue l'actualité pendant 1 heure. On parlera d'asile, de tunnels, de drogue et d'attrape-voix. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités bourgmestres et 4 experts. Il est d'abord la cheville ouvrière de la revue politique en numérique, Hamza Belakbir, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Elle est la griffe élégante de la capitale, le journal, Pauline de Glum, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Il est la patte féline de l'écrivain, Marcel Sen, bonjour. Bonjour. Et elle a le bras long de l'actrice, entrepreneuse et podcasteuse, Priscilla Haddad, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors on commence avec la fermeture de ce tunnel Léopold II. Ce sera fait ce dimanche, 1er juillet. Visite des travaux avec Alexis Gonzalez et Charles Carpro. 22h, fermeture du tunnel Léopold II. Le bal des nacelles commence, elles entrent tour à tour. Chaque soir, entre 22 et 6h, le tunnel est préparé pour sa fermeture le 1er juillet prochain. À l'intérieur, les ouvriers installent déjà le nouvel éclairage pour démarrer les travaux de désamiantage dès cet été. La grosse opération de cet été va être de fraiser l'ensemble de ces murets. Donc il y en a à gauche, à droite, sur chaque fois 2,5 km de pertuis. Sur les murs, des fixations vont accueillir les kilomètres de câbles électriques posés sur le sol. Cela permettra de réparer la dalle de béton et de remplacer toutes les techniques électromécaniques actuelles. Dans le local technique situé sous la basilique, le matériel est vétuste, il faut tout remplacer. On va tout retirer, toute l'électromécanique actuelle sera retirée, donc il ne restera plus rien du tout. On va mettre tout du matériel neuf, de nouveaux équipements haute tension et basse tension. Depuis le 1er mai, Circule 2020, un consortium privé, a repris la gestion du tunnel. Il s'occupera aussi de la maintenance et pendant 28 ans, chaque année, ce chantier coûtera des millions d'euros au consortium et à la région. Pour la rénovation proprement dite, 265 millions d'euros. Il faut ajouter pour une période de 25 ans encore 200 millions d'euros. Ça veut dire qu'on va dépenser sur une période de 28 ans 465 millions d'euros. Après cette première phase et le remplacement du plafond, il faudra remplacer le sol. Durée estimée des travaux, 39 mois. Voilà, on en a pour 39 mois, on l'attendait depuis longtemps. Hamza Belakbir, votre avis là-dessus? Écoutez, il faut savoir d'où je parle. Moi, je suis utilisateur des transports en commun, donc de la STIB, et je ne suis pas super concerné par le tunnel Léopold II. Maintenant, je peux comprendre le désarroi des automobilistes avec 39 mois de travaux, c'est beaucoup. Mais je pense qu'il faut un petit peu nuancer et de voir quand il y a des politiques qui veulent, entre guillemets, transformer la ville pour fluidifier la mobilité. Il est clair que les pas pour y arriver risquent d'être un petit peu difficiles, longs, mais je pense qu'il faut aussi un peu sortir de ce sacro-saint privilège de l'automobiliste, un petit peu envisager d'autres moyens. Ça peut être un moyen d'envisager d'autres moyens de se déplacer à Bruxelles, cette fermeture. Et vous, Pauline de Glum? Je suis assez d'accord. Je pense que la fermeture pendant l'été du tunnel Léopold II, ça peut être l'occasion de tester cette fameuse théorie de l'évaporation qui dit que quand il y a moins de bandes de circulation, il y a moins de voitures. Et c'est vrai que les automobilistes n'agissent pas comme un seul homme. Donc il y en a qui auront vraiment besoin d'aller en voiture et qui prendront des chemins alternatifs. Et peut-être d'autres qui trouveront d'autres solutions. Et c'est tout simplement ce qu'on appelle le report modal. Et puis ça tombe bien, la région lance justement c'est quoi le car sharing summer experience, oui. Et c'est l'occasion donc de tester tous les acteurs là qui sont installés depuis 1 an et demi, de voitures partagées, donc Cambio, Drive Now, etc. Et gratuitement en partie. Donc voilà. Ça vaut la peine alors. Et vous, Marcel Sen? Il faut rappeler que, je suis d'accord avec eux deux, mais il faut rappeler que même pour les pro-voitures, si on n'entretient pas un tunnel et qu'on ne fait pas les travaux qui, on l'a vu, doivent être faits, à un moment donné, on ne pourra plus l'utiliser du tout. Donc voilà. Par contre, juste pour l'évaporation, je crois que la vraie évaporation cet été, c'est les Bruxellois qui seront là, beaucoup moins nombreux. Alors, Priscilla Haddad. Ouais, moi, je trouve que c'est très bien. Pour une fois qu'on est prévenu à l'avance, on a le temps de s'organiser. Tout le monde s'organise. Il y a des parkings qui ont été mis à disposition, des navettes, plus de transports en commun, des pistes cyclables, même des feux pour les cyclistes. Enfin, c'est bien. Ça va peut-être permettre aux gens de justement tester un nouveau moyen de transport que peut-être ils préféreront et qu'ils garderont après. C'est merveilleux d'avoir des experts qui sont tous d'accord. On va voir si les 2 invités politiques le seront également. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table. Oui.
Alors, nous avons Françoise Keepmans, députée fédérale et maire, et bourgmestre de Molenbeek, et Marc-Jean Geysels, député bruxellois PS et bourgmestre de Forêt. Alors, on va commencer par, je dirais, la régionale de l'étape Léopold II, c'est-à-dire Françoise Keepmans, puisque Molenbeek est une des communes autour de ce tunnel. Alors, pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle, ces travaux qui démarrent? Mais qu'enfin on rénove les tunnels du boulevard Léopold II, oui. C'est une nouvelle importante parce qu'on a suffisamment attendu pour que ces travaux se réalisent. Maintenant, on peut regretter le manque de vision de la région par rapport à ce tunnel parce que finalement, on va refaire un tunnel à l'identique, moderne, qui coûtera 465 millions d'euros. C'est le chiffre annoncé par le ministre. Et on aurait pu aussi penser notamment à des parkings de délestage en lien avec le tunnel auprès de Tour et Taxi, puisqu'on va supprimer des places de stationnement. Et ce que je regrette justement, c'est qu'on a le sentiment qu'on fait toujours du coup par coup et qu'on n'a pas une vision globale de la mobilité pour l'améliorer. Voilà, on supprime des places de stationnement sur l'avenue du Port et il y aura de moins en moins de possibilités, mais à côté de ça, on fait un tunnel. Je pense qu'il y a des occasions qui sont ratées. Alors, est-ce que les occasions sont ratées, Marc-Jean Geysels? J'avoue que c'est un dossier que je ne connais pas suffisamment parce que c'est tellement loin de Forêt et que je l'emprunte assez peu. Mais je pense qu'il est utile et il est nécessaire de le rénover. Alors, j'entends Françoise sur l'augmentation de parking en ville. Vous savez que ça fait un débat. Ça fait un débat parce qu'on dit plus on crée des parkings en ville, plus les gens ont envie de venir en voiture en ville. Or, ce qu'il faut absolument éviter, je crois que le tunnel Léopold II, c'est 80 000 véhicules par jour pour l'entrée de Bruxelles. Il faut absolument essayer de stopper ce flux, ce que les grandes villes font. Et donc, on doit se préparer, évidemment, à ça. Alors, est-ce qu'il fallait le faire? Moi, je crois que oui. Est-ce que le phasage n'est pas bon? Ça, il faudrait peut-être interroger Pascal Smet. Il ne fait pas toujours que des bonnes choses. Mais là, il a pris un dossier en main. On le concrétise, on y va. De toute façon, il y avait des dangers, il fallait rénover. Donc on agit un peu dans l'urgence, mais c'est aussi un contrat de gestion pour 28 ans à un consortium privé, donc il y aura toujours des adaptations possibles. Mais c'est intéressant de savoir qui des parkings, qui du tunnel. Est-ce que le tunnel, est-ce qu'il faut le supprimer pour que les gens, les nafteurs de Flandre ne viennent plus, ou viennent autrement, ou est-ce qu'il faut le garder, Françoise Keepmans? Mais pour moi, il faut garder ce tunnel, il faut du stationnement hors voirie, pas en voirie, mais hors voirie. Il faut l'aménager et il faut évidemment aussi, à côté de ça, développer tous les autres modes de déplacement, que ce soit le vélo, les transports publics, évidemment. Donc, il faut que chaque usager puisse choisir son mode de déplacement. Mais tout le monde est d'accord. Moi, je note qu'absolument tout le monde est d'accord. C'est parce qu'au moment où il y a eu la commission tunnel, tout le monde n'était pas nécessairement d'accord sur comment on avait dépensé cet argent, comment on l'a entretenu. Donc là, maintenant, on est dans une période un peu plus bisounoursique où on se met tous d'accord sur la manière dont on va faire les travaux. Oui, François Keepmans. C'est pas le style bisounours, hein. C'est pas lui qui inspire. Il ne vous inspire pas. Pas trop, non. En tout cas, pas dans sa communication, que je trouve très souvent chaotique, et dans ses a priori qu'il a justement sur la mobilité. Mais voilà, c'était important de rénover ce tunnel. On le fait. Maintenant, on a aussi pris en considération tous les impacts. C'est pour ça qu'une commune comme Molenbeek est directement concernée. Alors, il y aura des policiers, une dizaine de policiers le matin et en soirée pour assurer la fluidité et la sécurité des carrefours pendant ces travaux, pendant le mois de juillet et pendant le mois d'août. Et je regrette aussi que l'information, notamment sur les itinéraires bis, sur les autres possibilités de déplacement, se soit faite fort tardivement auprès des usagers et aussi auprès des habitants. Ce week-end, Marc-Jean Geysels, le week-end dernier plutôt, Olivier Minguin, dans une interview, avait dit qu'il faut un stop chantier. Il y a trop de chantiers à Bruxelles et peut-être l'idée des pistes cyclables sur la petite ceinture, il faudrait peut-être un peu attendre, pas tout faire en même temps. Il faudrait vraiment penser à reporter tout cela. Est-ce que c'est votre avis aussi, Marc-Jean Geysels? Je ne pense pas qu'il faut un stop chantier, parce que si on veut que cette ville évolue, et en tout cas c'est vrai dans nos communes aussi, il faut passer par les chantiers. Le chantier, c'est toujours le moment désagréable. Je donne toujours comme exemple aux riverains quand ils se plaignent, et à chaque chantier ils se plaignent, et à juste titre, quand vous refaites votre cuisine à la maison,
pendant 3-4 jours, vous ne savez plus l'utiliser. C'est la même chose avec une voirie. Donc dire stop chantier... 3-4 jours. Non, Oui, mais, j'allais oui, dire. bien sûr. Mais c'est un peu plus grand que votre maison aussi, à mon avis. Donc moi, je dirais qu'Olivier Minguin, il a un discours qui plaît et charmeur, mais ce n'est pas réaliste. Je crois que les travaux qu'on fait aujourd'hui doivent être faits. Par contre, ce que je crois qu'il faut vraiment faire, vous le disiez vous-même, 80 000 voitures, essentiellement nos amis flamands qui viennent travailler à Bruxelles, c'est une infrastructure qui profite pas qu'aux Bruxellois. Et donc, il faut investir massivement à Bruxelles, il faut financer correctement Bruxelles qui joue un rôle important au niveau fédéral, et il faut investir dans des infrastructures publiques, ce qu'on ne fait pas, à mon avis, suffisamment. C'est vrai en matière de mobilité, c'est vrai, puisqu'on en parlera tout à l'heure, en matière de prison, par exemple. Mais et ça, c'est de la compétence. dans le tunnel. Oui, d'accord, heureusement. Mais je te dis. de temps en temps, le fédéral fait quand même quelque chose pour Bruxelles, heureusement. Il en parle beaucoup, mais par rapport à ce qu'il fait, il pourrait faire, à mon avis, beaucoup plus. Pour reprendre la métaphore de la maison, par contre, on ne va pas forcément rénover la cuisine et le salon et la chambre en même temps, parce qu'il faut vivre dedans. Donc je pense que c'est quand même stop chantier, peut-être pas complètement, mais c'est vrai que quand on se balade dans plusieurs communes à Bruxelles, comme moi je le fais souvent, et qu'il y a toujours un chantier, à bout d'un moment, il n'y a pas de répit. Donc ce serait bien qu'on se mette un peu d'accord, qu'on ne refasse tout le temps. Ça, c'est la coordination. C'est ça le vrai problème. François Skepman, la difficulté, c'est la coordination et la lenteur des chantiers. Tout prend du temps. Et c'est ça qui est frustrant. Maintenant, à Bruxelles, c'est quand même la capitale de la Belgique et de l'Europe. Ça doit être une ville moderne, cosmopolite. Et donc, faire ces travaux, ça me semble essentiel. Mais faisons-les plus rapidement et avec coordination. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marc-Jean Guezels en disant qu'il faut plus d'argent du fédéral pour ces travaux? Donc, mieux doter Belliris, par exemple? Alors, si c'est possible encore. Évidemment, on souhaite qu'il y ait plus d'investissements à Bruxelles. Je pense que la région aussi peut prendre des mesures pour faciliter la vie des Bruxellois. Et moi, je regrette, et ça c'est quand même une préoccupation partagée par tous les Bruxellois, quel que soit leur parti, mais je regrette qu'il n'y ait pas plus de fonds pour Bruxelles et que notamment, comme dans d'autres pays, une partie de l'impôt du travail soit payée sur le lieu de travail et pas uniquement sur le lieu de résidence. Ah, sinon Bruxelles serait très riche. Hein. Voilà, voilà, parce que je pense que mais ça dépasse on sait d'office d'où va venir le blocage, Madame ça dépasse des clivages de vos amis et partenaires du gouvernement fédéral. S'il y avait plus de fonds, il y aurait encore plus de travaux de toute manière. Oui. C'est vrai que là, il y en a eu. De toute façon, le blocage des Flamands existe depuis des dizaines d'années. Moi, personnellement, j'étais surpris de voir Olivier Minguin, qui, comme vous l'avez dit, a toujours entre guillemets une certaine hauteur de vue, etc., là, tomber dans une proposition quelque peu populiste, un petit peu de stop chantier, qui est une approche dite électoraliste, et surtout pour finir sur le tunnel Léopold II, j'espère qu'au bout des 39 mois, on transformera jusqu'au point d'en transformer le nom aussi. Voilà. Bonne allusion et bonne conclusion. On va passer à notre sujet suivant, le service minimum. Alors, service minimum garanti, comme on l'appelle, celui des prisons, que le ministre de la Justice peine à installer, mais aussi celui qui, en cette fin de semaine, a été mis en fonction au chemin de fer à l'occasion d'une grève des chemins de fer. Alors, reportage sur l'organisation de ce service minimum, Valérie Leclerc et Fred Dehaenau. Ce sera une première pour la SNCB, la mise en place d'un service minimum lorsque le personnel débraye. C'est la première grève des chemins de fer depuis l'entrée en vigueur de la loi, un service garanti sur base volontaire. Frabel et SNCB a interrogé le personnel opérationnel indispensable pour faire circuler les trains dans les délais de 72 heures ou plus tard avant le mouvement de grève, et puis actuellement est en train d'analyser sur base des réponses le service qui va pouvoir être offert aux voyageurs à partir de vendredi. Les agents qui ont une mission essentielle ont été sollicités, conducteurs, accompagnateurs de train ou encore préposés aux cabines de signalisation. Pour les syndicats, mettre sur pied un service minimum, même sur base volontaire, entrave le droit de grève. Ils craignent certaines pressions. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un système de réquisition du personnel comme c'est le cas dans nos collègues des prisons actuellement. Il n'empêche que nous entendons quand même que des pressions sont faites sur les agents, qu'on pourrait faire travailler des gens en dehors des règles de sécurité qui prévalent actuellement. Et donc nous serons particulièrement vigilants au respect de toutes ces règles pour la mise en place de ce plan de transport alternatif. La CGSP Cheminots a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer ce service minimum.
En attendant, il sera bien d'application cette fois-ci. Les voyageurs sauront à quoi s'en tenir. Ici, ce qu'on a voulu, c'est pouvoir prévenir les voyageurs 24 heures à l'avance, de savoir est-ce que le train roulera, oui ou non, et quels trains rouleront entre quelle et quelle gare, et tout cela dans le respect du droit de grève. Aucune information pour l'instant sur le nombre d'agents qui se seraient portés volontaires. Le plan alternatif de la SNCB sera accessible ce soir dès 22 h sur son site internet. Alors apparemment vendredi, Marcel Sell, le pari du ministre Belot était plutôt réussi. Oui, et ce que je trouve amusant, je vais encore me faire traiter par Hamza d'antisyndicaliste primaire, mais ce que je trouve amusant, c'est que dans ce débat, ça a été extrêmement violent. D'une part, on avait le MR qui était là en voulant un service minimum, en parlant de prise en otage des usagers, ce qui est évidemment très excessif. Et d'autre part, on a les syndicats qui disaient service minimum, c'est la fin du droit de grève, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, ça fonctionne pas mal, dans le sens où les usagers n'ont plus tendance à être autant anti-syndical quand ils se retrouvent sur un quai vide. Et d'autre part, c'est pas inintéressant parce que ça permet aux syndicats d'allonger les grèves. Parce qu'à partir du moment où ils ne bloquent pas tout, ils peuvent faire des grèves plus longues. Donc finalement, on ne touche pas au droit syndical, mais on ne fait pas. Mais une partie de la droite qui en fait voulait ce service minimum par pur antisyndicalisme n'a pas eu gain de cause non plus. Finalement, c'est l'usager qui s'y retrouve. Et comme tout le monde a gagné. Oui, et j'irais même jusqu'à dire, comme il s'agit de services publics et de transports alternatifs moins polluants, en tout cas, c'est aussi un avantage environnemental. Alors, Hamza Belakbir, et après nos invités réagiront. Oui, justement, moi je suis quand même assez surpris de voir que François Belot amènerait une réflexion pour dédiaboliser les syndicats. Ce serait une première dans la science politique. C'est le résultat. Oui, plus sérieusement, en fait, il y a un vrai problème dans le sens où on voit, c'est une mouvance générale en Europe, et là on a l'exemplification en Belgique et en France avec la question du cheminot. Il y a une attaque frontale de la part de la droite néolibérale, pas toute, hein, mais... Enfin, si on va dire que toutes quand même, vers le droit de grève, parce que c'est le seul moyen, il faut se rendre compte que c'est le seul moyen, c'est le seul levier qu'ont les travailleurs et les travailleuses pour contester une loi qui brimerait, je dis conditionnel, hein, qui brimerait, entre guillemets, leur... Il y a les élections aussi, hein. Bien sûr, bien évidemment. Leur entre guillemets, en fait, tant appelé privilège qui, en fait, en soi, sont censés être les conditions de travail de tout le monde. Deuxièmement, très brièvement, les grèves plus longues, il faut comprendre que s'il y a un service minimum, la grève, ce n'est qu'un outil, c'est pas un fin. C'est un outil de pression qui est le seul outil de pression qu'ont les travailleurs et les travailleuses. Il est toujours là. Mais s'il y a un service minimum, donc en fait, il y avait quand même c'est un outil pour changer. Il y avait qu'un train sur 3 vendredi qui roulait. Oui, mais en fait, un train sur 3 c'est bien. ou j'ai envie de dire 5 trains sur 6, ça ne change absolument rien. Donc il vaut mieux 0 sur 6. Bien évidemment. C'est à ça que ça sert une grève, rien d'autre. Réaction de François Skepmans. C'est vrai que le mouvement réformateur, la droite libérale réclame... Néolibéral. Non. J'ai beaucoup de respect pour les libéraux et libéraux. Que les réformateurs réclament depuis fort longtemps ce droit du service minimum. Et moi, j'entends bien que le droit de grève est essentiel, mais le droit des citoyens est essentiel également. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre ces revendications qui passent aussi par la concertation sociale. La grève n'est pas le seul outil qui existe, mais aussi les droits pour les travailleurs de se rendre sur leur lieu de travail, pour les étudiants et les écoliers d'aller à l'école. Ça me semble également essentiel. Le droit au travail, ce n'est pas un truc qui existe. Et donc, ce service minimum est contrebalancé par le fait que les travailleurs qui ne font pas grève le font sur base volontaire. Et ça, je pense que c'est très important aussi à mettre en évidence, et que la Belgique est un des derniers pays européens, justement, à ne pas pratiquer le service minimum. Marc-Jean Guessel, est-ce que c'est positif, négatif, ce service minimum? Alors, quand on arrive à une grève, c'est toujours négatif, parce que c'est l'échec de la concertation. Oui. Ça, je crois qu'on ne le rappelle pas assez. Et c'est certainement pas amusant pour les travailleurs. Et c'est vrai que c'est pas amusant non plus pour les utilisateurs. Mais je pense qu'ici, et je regardais un reportage sur la SNCF en France, on a l'air de dire, voilà, pour obtenir des privilèges ou pour garder des privilèges, les travailleurs font grève. Je crois qu'il y a bien plus que ça. Les gens qui sont
des cheminots qui se sont investis dans ce métier. Ils ont vraiment un sentiment d'appartenance à cette société et ils ont la volonté d'avoir un service public de qualité et de rendre service aux gens. Et ils voient que l'outil, on est en train de le détruire depuis des années, parce que c'est un outil service public, encore une fois, et qu'on le dévalorise terriblement. Et ça, c'est leur réaction. Et je pense, parce que M. Belot dit, voilà, on a le service minimum, ça va rendre... Il y a des reportages maintenant avec des gens qui ont vécu cette journée, et c'est plus catastrophique qu'autre chose, parce qu'ils ont cru au message de M. Belot, ils se sont rendus sur le quai de la gare, ils ont attendu le train annoncé, et puis pour des tas de raisons, le train est arrivé bien en retard, ils ont raté leur correspondance, et ils ont totalement raté leur journée. Et donc c'est pire. Et ça n'a pas pu se faire valablement, parce qu'il y a des consignes de sécurité, et c'est là que c'est extrêmement dangereux. On est en train, à mon avis, pour obtenir un slogan politique assez populaire, de faire du bricolage dans la gestion d'un outil essentiel. Pour vous, le service minimum est un échec et donc il n'a pas éteint la grève. Je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, personne ne peut le dire, qu'il faudra d'abord faire un bilan sereinement quand la journée sera terminée et en plus voir une ou deux actions supplémentaires pour vraiment tirer des conclusions. Mais certainement, les cris de victoire de M. Belot à ce stade-ci, ça me semble tout à fait prématuré. Priscilla Haddad. On prend souvent l'exemple de la France par rapport à, s'il vous plaît. à la SNCF, mais j'aimerais qu'on regarde aussi dans le Nord, par exemple les pays scandinaves, en Suède. Ce qui se passe en fait quand on a le service minimum, c'est que les usagers et donc les citoyens sont moins énervés, sont moins focalisés sur le fait qu'ils n'arrivent pas à aller à leur travail, leur rendez-vous, etc. Et sont du coup plus ouverts aux plaintes, à la cause en fait de la grève. Et ça c'est extrêmement important et ça continue, ça fait des années que ça existe et c'est pas négligeable. Donc oui, c'est un peu hâtif, on vient juste de tester. Il y a quelques comment dire, des choses qui sont peut-être pas forcément comme on les aurait expectées, mais qu'on continue parce que au fin fond, on voit que ça marche et on veut tous être juste heureux et comprendre la cause et soutenir la cause. Je voudrais juste un mot sur les prisons, sur le service minimum des prisons. Okay. Marc-Jean Guessel, vous êtes concerné parce qu'il y a des prisons chez vous. Est-ce que, donc du point de vue du prisonnier et pour soulager les policiers, est-ce que le service minimum est une bonne solution? Mais encore une fois, le service minimum, dans l'esprit du gouvernement, je ne pense pas que c'est de renforcer l'image des syndicats ou la facilité de Non, mais là, je demande votre avis. Je pense que les surveillants, ils se battent aussi pour une qualité de la prison. Et la qualité de la prison, elle est essentielle si on veut faire en sorte que les gens qui sont en prison soient un jour resocialisés. Or, je vois que Koen Geens ne répond à aucune demande. Et est totalement dédaigneux vis-à-vis du personnel pénitentiaire. Et donc, le dialogue est totalement rompu. Et aller à l'épreuve de force avec des gens qui sont pas suffisamment nombreux pour gérer convenablement les détenus, c'est déjà très mal parti. Donc il faut d'abord améliorer les prisons et après on pourra penser y compris au niveau des infrastructures. Alors François, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou bien c'est l'inverse? La question de la modernisation des prisons, c'est pas un sujet d'actualité, c'est un sujet qui existe depuis des années. Je veux dire, les ministres de la Justice, quelle que soit leur tendance, ont toujours été confrontés à cette problématique des prisons et aux grèves dans les prisons. Moi, je défends le service minimum également dans les prisons parce qu'il faut avoir un traitement humain par rapport à ces prisonniers. Il faut quand même qu'ils puissent avoir leur droit de visite, qu'ils puissent avoir leur possibilité de sortir et moi, ça me semble tout à fait important que ce soit respecté. C'est essentiel, mais il faut investir pour ça au quotidien et donner les moyens aux surveillants d'encadrer convenablement les détenus. Mais est-ce que c'est l'un ou l'autre, l'un et l'autre, comment ça doit fonctionner? Par étapes. Ça doit fonctionner. Oui, mais je pense que Koen Geens c'est dans une écoute positive par rapport aux revendications. Il écoute énormément. Il écoute beaucoup, oui. Il n'entend personne, mais il écoute beaucoup. Il écoute beaucoup. Est-ce qu'il entend? C'est ça la question. J'ai compris la petite allusion. J'ai compris la petite allusion. Mais ce sont des dossiers extrêmement compliqués qui existent depuis des années et j'entends qu'il veut aboutir à des solutions pour justement avoir une qualité de travail plus importante pour un métier extrêmement difficile que celui des gardiens de prison et aussi par rapport à la vie des prisonniers. Je ne sais pas s'il écoute, je ne sais pas s'il entend, mais attention, parfois vous parlez en même temps. Alors, ce n'est pas évident pour le téléspectateur. Alors, on va passer à notre rubrique tête d'affiche.
mettre un peu de sérénité dans ce débat. Je vais vous présenter à chacun 4 visages qui ont marqué l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un. On commence par vous, Marc-Jean Guessels. Je vous propose tout d'abord Gérard Depardieu, médaillé et invité d'honneur du Festival de Bruxelles en début de semaine. Puis Yves Lampaert, le nouveau champion de Belgique cycliste. Aussi Amélie Mauresmo, première championne entraîneuse de l'équipe de France en Coupe Davis. Ou encore Mohamed Azouzi, échevin PS à Saint-Josse, qui se fait exclure de la liste des Mirkir. Alors donc nous avons Gérard, Yves, Amélie ou Mohamed. Qui choisissez-vous ? En bien ou en mal, hein, donc vous pouvez choisir. Je vais choisir Gérard parce que je ne sais pas choisir en bien ou en mal Gérard. Donc j'apprécie beaucoup comme acteur du cinéma. Par contre, comme personnalité, ses positionnements politiques, ses déclarations en faveur de tel ou tel pays, je suis un peu perdu, quoi. Je ne vois pas à la fois la qualité humaine de l'homme, qu'on me dit très, très, très chaleureuse, et puis la manière dont il se positionne sur l'échiquier international. Et donc c'est quelqu'un qui est plein d'ambiguïté, et voilà. Il vous déroute. Alors, vous, François Skepman, je vous propose tout d'abord Diego Maradona, le pathétique champion argentin. Voilà, c'était pas terrible cette semaine. Gilbert Baudard, pathétique champion wallon, qui lui se présente sur une liste d'extrême droite au communal. Philippe Lawson, le nouveau patron éditorial de l'Avenir et de Moustique. Ou encore Vida Merania, l'épouse du professeur Djalali, ce prof de l'ULB condamné à mort en Iran. Alors, Diego, Gilbert, Philippe ou Vida, qui choisissez-vous ? Mais je vais choisir Philippe Lawson parce que je le connais comme journaliste. C'est vrai que c'est un journaliste de qualité qui va prendre la tête d'un média important, connu, qui a une histoire. Et pour moi, vraiment, je trouve qu'il y a un développement des médias qui est très important. Mais pour moi, la référence à des grands quotidien reste tout à fait essentiel dans l'information qui peut être donnée. Et donc, je trouve ça très bien qu'il ait accès à ces nouvelles responsabilités. Télé-régionales, ça vous va aussi. Justement, ça fait partie de la diversification des médias. Et je crois que chaque média a évidemment son rôle. Jean-Jacques Deleuze, mais je ne me suis pas mis dans les cages. Je n'ai pas essayé de vous piéger. Alors, les communales approchent, ça, je suppose que vous le savez tous les deux. Et les listes se constituent. Alors, on y trouve des candidats qui cumulent, des candidats qui ne cumulent pas, et on trouve aussi des candidats de la société civile, des people sincères, des attrape-voix. Qu'en est-il ? Reportage Michel Gaillère et Hugo Marx. L'image peut peser lourd le soir des élections. Thierry Dailly, figure du REDM, est candidat indépendant sur la liste de la bourgmestre et maire. Un choix longuement réfléchi qu'il veut combiner avec son rôle au sein du club. Si je peux apporter mon expérience, et j'espère, et dans l'avenir, je pense que de plus en plus d'indépendants, des privés doivent apporter leur expérience à la commune pour l'aider, la commune, parce que je pense que les communes en ont énormément besoin. Voilà ce qu'on appelle un candidat d'ouverture. Il y en aura d'autres à Anderlecht. Des filles à ligne Michou, figure des supporters du Sporting. Le même parti, à Bruxelles-Ville, a recruté Leia Bayekula, talent du handisport et héroïne d'une bande dessinée. Tout cela ne surprend pas ce professeur de l'ULB. Beaucoup d'entre eux ont une notoriété médiatique, quand bien même elle est régionale ou quand bien même elle est ciblée, mais ils ont quand même une certaine forme de notoriété médiatique, et donc les partis recherchent surtout des personnalités médiatiques. Et puis surtout, souvent, ils sont très très populaires dans leur village, dans leur commune. À la ville de Bruxelles, Écolo compte aussi sur Vincent Flibustier, chroniqueur radio et gérant du site satirique Nord-Presse. À Uccle, Walter Benjamin, survivant des attentats, rejoint la liste MR. Des profils chaque fois différents qui devront tous apprendre le métier. Un certain nombre de gens qui s'intéressent à certains aspects de la commune, typiquement par exemple la cohésion sociale, les jeunes ou l'aménagement du territoire. Donc sont des gens des personnalités que souvent les partis vont essayer d'attirer sur leur liste pour les élections communales. Oui. Et qui réussissent leur entrée en politique. Ils réussissent souvent leur entrée en politique. Connus ou non, en devenant candidats, ils acceptent de confronter leur notoriété au choix anonyme et imparable de l'électeur. Alors Pauline de Glume, est-ce que ces candidats vont réussir ? Comment ça va se passer ? Ça, on verra le soir des élections. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus qu'il y a 6 ans encore, en allant des présentations de listes, on n'entend que ça. Nous, on a un tiers de candidats d'ouverture, tout ça comme si c'était un peu comme quand on dit on a des jeunes, comme si c'était un gage de qualité, voire d'intégrité. Regardez, il y a une défiance envers les politiques, mais on a un tel qui viennent chez nous.
Et en fait, dans une certaine mesure, je trouve ça un peu dur parfois pour les militants dans les sections locales qui finalement sont engagés depuis des années, tout ça. C'est un peu comme si on leur disait « Ah ben vous êtes mouillés là avec ces salles politiques ». Donc je trouve que c'est peut-être parfois un drôle de message, surtout que les gens qui sont dans les sections locales, s'ils n'ont pas un mandat à un autre niveau, ils sont aussi issus de la société civile, évidemment. Donc enfin, c'est beaucoup de com'. Alors, est-ce que c'est beaucoup de com, Françoise Kepman? Je m'adresse à vous parce qu'on vous voyait dans le reportage. Oui. Et c'est vrai, Thierry Dailly, tout le monde a dit, ça c'est un beau coup à Molenbeek. Et avant, il y a Mohamed El Bachiri qui est venu aussi sur votre liste. Oui. Alors, est-ce que ce sont des coups de com ou bien ces gens vont sincèrement travailler, si jamais ils sont élus, sur Molenbeek? Mais la politique communale, c'est d'abord une politique de proximité, de bon sens, de gestion. Et donc, il est logique que l'on s'ouvre à des citoyens qui prennent part à la vie sociale, culturelle, sportive de la commune. Et c'est une démarche qui est faite à travers tous les partis politiques. Et c'est vrai que les listes que nous présentons, ce sont des listes qui sont moins partisanes. La preuve en est, c'est que souvent il y a des listes du bourgmestre ou il y a des listes d'intérêts communaux qui se font aussi au niveau communal parce qu'on veut justement dépasser les clivages. Donc c'est pas une liste MR chez vous? C'est une liste d'ouverture avec évidemment des candidats libéraux qui se revendiquent libéraux. Moi je suis libérale, mais l'essentiel c'est véritablement d'être à l'écoute de la population, de l'entendre et de venir avec des projets pour Molenbeek. Donc vraiment, c'est dans la proximité. Et les deux personnes d'ouverture qui ont rejoint la liste de la bourgmestre sont deux personnes qui, l'une, par son vécu et son engagement auprès des jeunes, a montré sa détermination à apporter véritablement un plus en termes de politique de cohésion sociale, de politique de la jeunesse. Et Thierry Dailly, il s'est beaucoup investi pour le REDM, pour l'académie de foot, et je pense qu'il a aussi une vision sportive qui sera tout à fait intéressante. C'est-à-dire, vous le voyez en échelon des sports, par exemple? Alors, moi, j'ai été très claire par rapport aux candidats. On se présente aux élections avec son projet, son programme, et on verra au soir des élections quels seront les résultats et qu'est-ce qui pourra être concrétisé. D'abord, Marc-Jean Orgazet, par rapport à ça, et après on vous repose des questions. Mais quand j'ai vu Françoise prendre le président du REDM, je me suis dit je vais essayer d'avoir le président d'honneur de l'Union Saint-Gilloise sur ma liste, mais c'est Charles Piquet. Donc comme il habitait Saint-Gilles, c'est pas été possible. Prenez peut-être le président de la Forestoise, peut-être, ça sera déjà plus adéquat. J'ai aussi des candidats d'ouverture, comme on dit, mais qui sont connus dans leur quartier. C'est vrai que ça fait un peu, quand je vois les candidats que vous avez cités, coup de marketing politique. Et c'est vrai qu'à un moment, je me souviens que le MR a fait d'un entraîneur de l'équipe nationale un sénateur et qui, au bout de 2 ans, a claqué la porte parce que c'était pas son milieu. Donc voilà, mais je ne connais pas cette personne et donc je ne vais absolument pas dire qu'elle n'a pas envie de s'investir pour Molenbeek. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, moi je crois que... Parlez de vos candidats d'ouverture. Donc des candidats d'ouverture, si je vous cite leur nom, je pense que des téléspectateurs ne les connaissent pas. Non, mais est-ce qu'ils prennent la place d'autres personnes, de militants de la section? Non, ils ne prennent pas la place des militants parce que c'est en accord avec les militants qu'on a dit, voilà, on réserve, par exemple, on a réservé 3 places pour les candidats du SPA en accord avec les militants et on a réservé l'ouverture à des personnes qu'on appelle la société civile. Ce qui m'embête un peu parce que c'est un peu comme si Françoise et moi on était en contradiction ou en opposition avec la société civile. On est aussi des citoyens, surtout dans notre commune. On est les premiers intéressés par ce qui se passe au quotidien. Mais voilà, mais donc mais c'est une jeune qui est impliquée dans le sport, un entrepreneur qui a ses difficultés pour l'entreprise qu'il dirige et c'est important qu'il apporte son expérience. Mais ils n'ont pas de revendication particulière à être dans un collège final. Pauline de Blum. Ah oui, non, mais je voulais... Ah, vous vouliez rien dire. Non, je voulais juste dire que je ne remettais pas en cause... Enfin, je ne disais pas qu'ils prenaient la place, parce qu'en effet, ça a toujours existé au niveau local, puisque c'est idéologiquement moins fort, les listes. J'ai juste que c'était dans la com, qu'on mettait cela parfois très fort en avant maintenant, comme pour dire, regardez, on a parce qu'ils vont faire des voix. Quand on va c'est vrai que ça a toujours existé, et surtout au niveau local, donc je ne dis pas qu'ils prennent la place. Et pas seulement au niveau local. Alors, Priscilla et puis Hamza. Et encore une fois, je prends la Suède comme exemple. Alice Bakunken, qui est la ministre de la Culture suédoise, qui était une ancienne présentatrice télé, donc, et connue et suivie par énormément de followers sur Instagram, etc., qui a réussi en 4 ans à amener la parité dans le cinéma en Suède.
parce qu'elle vient de ce milieu, peut-être, parce qu'elle avait... Donc moi, je trouve que c'est important aussi parfois d'avoir des gens, des acteurs vraiment du milieu, décider, et parce qu'ils savent, ils ont, comme on dit en anglais, an ear to the ground, ils sont au courant de ce qui se passe. Ça peut être positif. Ouais. Alors, Hamza. Une petite remarque ou commentaire sur ce que disait Madame Skepmans en disant que la politique communale est plus de proximité, de gestion. Je trouve que c'est un discours un peu qui dépolitise, et qui, parce qu'en fait, quand on met en politique locale, elle est éminemment politique. Faire un choix de mettre un logement social sur sa commune, c'est éminemment politique, c'est pas une question de gestion ou de proximité. Donc moi j'ai un peu peur de ce discours de, vous savez, les communales, c'est un discours d'ailleurs que utilisent beaucoup de socialistes et d'écolos dans leur coalition avec le maire. Ils disent, le maire on le critique au régional, au fédéral, mais au communal c'est autre chose. Ce que je dis, c'est un discours dangereux dans le sens où il ne faut pas banaliser le discours de dépolitisation des actes au niveau communal. Et dernier détail il faut, je pense, repenser la manière dont on confectionne les listes. Parce qu'il y a ce qu'on dit, ce que disent les candidats bourgmestres, et il y a ce que disent les gens des sections, ce que disent les militants qui sont là depuis longtemps, et ça passe souvent parallèle, ça ne va pas dans le même sens. Le même discours. Voilà, exactement. Le petit problème, je vais reprendre, effectivement, en France, on a aussi une ministre de la Culture qui est par ailleurs éditrice, et c'est pour ça que je voulais vous poser la question par rapport au président du RWDM. Est-ce que s'il devenait échevin des sports, est-ce qu'il n'y aurait pas un léger conflit d'intérêts? Est-ce qu'il devrait démissionner de sa présidence? Écoutez, on n'en est pas encore là. C'est déjà dans une posture après élection qui n'a pas été abordée, je peux vous l'assurer. Je sais qu'il n'y a pas de conflit légal. Maintenant, il y a la question, il y a la question de savoir si on peut être engagé à la fois pour le sport en général et en particulier pour son club. En tout cas, je peux vous assurer qu'il s'est engagé pour le sport à Molenbeek et qu'il a fait en sorte que tous les jeunes qui veulent pratiquer le football puissent s'inscrire dans un club. Et ça, c'est très important. Donc moi, j'ai quand même une vision beaucoup plus large. Et évidemment que tout est politique. Dans la vie, la plupart des actes que nous posons dans le cadre de nos fonctions sont politiques. Mais il n'y a pas cette crispation partisane comme on peut la rencontrer dans des hémicycles parlementaires. Passe à notre sujet suivant, ce sont les pays européens qui se sont mis plus ou moins d'accord au sommet de Bruxelles pour installer des plateformes pour accueillir les demandeurs d'asile et pour se répartir les réfugiés, mais sur base volontaire. Débat dans M, c'était mercredi soir, sur l'avenir de la politique d'asile et d'immigration, et on recevait François de Smet, le directeur de Myria. On l'écoute. Si on essaye de dépasser le débat actuel et d'imaginer une solution qui peut tous nous agréer, c'est vrai qu'il y a des formes d'externalisation qui sont tout à fait positives. Pourquoi, en effet, ne pas imaginer qu'un jour, en cas de crise humanitaire grave, des migrants ne puissent pas demander l'asile à l'Union européenne, qui fasse une répartition, qu'on aille les chercher, une agence européenne de migration. Pourquoi pas? Qu'on coupe en effet le marché des passeurs, qui en effet sont les premiers à enfreindre les droits des migrants, et qu'on fasse une répartition entre nous. Dans un monde idéal, une Union européenne solide pourrait se mobiliser pour faire une répartition de ce genre-là, pour agir en crise par crise, ce qui n'empêche pas d'agir contre la migration illégale d'autre part, et d'avoir un rapport peut-être autre avec la migration économique dont nous pouvons avoir en partie besoin. Si on arrive à combiner tout ça, alors, me semble-t-il, on pourrait avoir un rapport beaucoup plus apaisé et construit avec la migration et qui respecte le droit international. Alors Priscilla, là, ça fait quand même maintenant plusieurs mois qu'on n'a jamais autant parlé de migration et de droits d'asile, et souvent on ne regarde pas assez sur comment ça doit se passer dans les années à venir. Donc maintenant, il faut un peu réfléchir. Il n'y a pas seulement l'urgence, il y a aussi comment ça va se passer. Oui, il faut avancer parce que la crise migratoire, elle date de 2015. Donc maintenant, en fait, on est passé... Le pic de la crise. Le pic, voilà. Donc maintenant, ça baisse. Il est temps de penser à long terme et je suis ravie que les membres européens aient enfin décidé de prendre leurs responsabilités. Il y avait énormément de choses qui devaient être... changer et adapter par rapport à Dublin. On pense qu'on y arrive. Maintenant, comment ça va être implémenté, ça c'est une autre chose. Il faut rester prudent. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important. On parlait d'avoir des hotspots à l'extérieur qui étaient pour moi complètement absurdes. Donc je suis ravie qu'on en parle à l'intérieur. Maintenant, évidemment, les pays qui vont être le plus touchés sont l'Italie, l'Espagne. Mais on parle de solidarité des pays européens en espérant que les pays de l'Est vont être un peu moins
moins réfractaires et accueillir comme tout le monde doit le faire, on parle de dizaines de milliers de migrations, de migrants. C'est pas toute la misère du monde. Il y a la place. Ça s'est passé. N'oublions pas l'histoire. Je pense qu'aussi, on l'a vu dans la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, les gens qui ont accueilli les migrants, ce sont les justes. On leur dit merci. Donc, ne reproduisons pas l'histoire où on va imposer des règles pour limiter à ce que dans 20 ans, on dise, en fait, les gens qui ont accueilli des migrants en 2015, 2018 vont recevoir des médailles. Que maintenant, déjà, on les remercie et qu'on les accueille. Un petit mot de Marcel Seyll. Oui, le vrai problème, c'est qu'on prétend qu'on a apporté une solution. En réalité, les centres au niveau européen, ce sera sur base volontaire. Donc déjà, l'Europe de l'Est ou le groupe de Visegrad va rien faire. Et ensuite, sinon, il y aurait pas d'accord, quand on entend Macron, quand on entend le discours de Macron de dire il faut accueillir les gens, et puis en fait, y compris par grand froid, il bloque des jeunes, même des gosses, à la frontière italienne, c'est pas crédible. Ce qui se passe en réalité, et ce qu'on est en train d'occulter dans tous les discours, qu'ils soient de gauche comme de droite, c'est qu'on a reculé les frontières de l'Europe dans le Sahara. Aujourd'hui, l'Algérie renvoie des gens sans eau dans le Sahara. La Libye, les gens sont mis en esclavage, il y a des viols tous les jours d'enfants, etc. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Donc en fait, ce qu'on a fait, nous, Européens, tous confondus, c'est qu'on a permis à des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme et qu'on finance des pays comme le Soudan ou la Libye de s'occuper de cette frontière. Et c'est encore pire que quand ils meurent en mer. Hamza ? Brièvement, moi je pense que les mots sont importants, comme dirait l'autre, et je pense qu'il ne faut plus parler de crise migratoire, mais de crise de l'accueil. Parce qu'en fait, il ne faut pas criminaliser les gens qui bougent, mais les gens qui ne les accueillent pas. Deuxièmement, le pic a baissé de 90% du flux depuis 2015, premièrement. Parce qu'ils sont bloqués, excuse-moi Hamza, parce qu'ils sont bloqués avant. Je suis d'accord. Il faut voir l'ensemble de la problématique. Mais justement, pour revenir au sommet européen qui a eu lieu vendredi, exactement. Jeudi et vendredi. J'ai lu les conclusions de cet accord. Il s'agit de quoi? Construire des camps de tri de sélection au Maroc, en Algérie, en Libye. Il s'agit en Espagne, en Italie. Plus bas aussi, en fait, plus bas aussi. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire? Comme l'exemple cité par Marcel, l'Algérie qui renvoie les gens dans le désert, il faut juste se rendre compte que, vous avez dit, Jean-Jacques, qu'il n'y aurait pas d'accord s'il n'y avait pas la dimension volontaire de ça, mais moi je me dis juste que quand on arrive à un accord avec Salvini et Orban, qui sont des crypto-fascistes, c'est qu'en fait les compromis ont été faits de l'autre côté. Vous savez qu'il est difficile de foutre dehors des pays de l'Union européenne. Ah, je sais, évidemment. Et c'est dur. Je sais, mais Marc-Jean Guessels, là-dessus? C'est vrai que la conclusion est terrible, mais si on arrive à mettre tout le monde d'accord, c'est vraisemblablement que les extrêmes l'ont emporté ici, les mauvais extrêmes, manifestement. Et donc, il faut aller vers plus d'humanité. Et je pense que c'est vraiment une responsabilité collective. Et on voit aussi la difficulté des pays européens de se mettre d'accord, parce qu'on est quand même 24, on était 25, on est 24. C'est vraiment très très lourd, et chez chacun... On est 27 encore. On est 27, pardon. On était 28. On était 28, on est 27, d'accord. Mais en même temps, voilà, j'ai déjà exclu... Le Parti Socialiste n'est pas pour l'accueil de tout le monde. Non, d'accord. Oui, mais je pense que c'est très important de le dire. En tout cas, je pense qu'il faut gérer ça, encore une fois, par un service public. Aujourd'hui, c'est les citoyens, par leur action, c'est les associations de citoyens qui pallient à la carence de l'État fédéral dans les problèmes de l'accueil des migrants qui ont... Mais est-ce qu'on est le plus mauvais élève? Alors, je n'ai pas dit qu'on était le plus mauvais élève, mais je pense qu'il faut venir en soutien à des pays comme l'Italie et l'Espagne qui reçoivent en premier lieu les arrivées de bateaux. Et donc, il faut arrêter ces politiques où on se rejette un bateau d'un pays à l'autre. François, ce qu'il pense? Il faut une politique ou des politiques de migration et d'accueil qui soient justes et humaines. Et que les personnes qui ont les conditions... Vous n'avez pas dit ferme et humaine, hein. Vous avez dit juste et humaine. Oui, et que les personnes qui ont les conditions, qui remplissent les conditions pour être accueillies, le soient. Qu'il faut lutter, alors là, vraiment contre les passeurs. Parce que c'est eux, véritablement, qui s'engraissent sur la situation de ces personnes. Ça me semble tout à fait essentiel. Moi, j'étais assez d'accord avec la conclusion de François de Smet, et par rapport aussi aux hotspots qui existent, notamment,
qui existent dans le sud et dans les pays d'Afrique, il faut absolument que ceux-ci ne soient pas contrôlés par le pays, mais qu'ils soient contrôlés par des organisations européennes. Que tous les droits de ces personnes soient respectés dans ces lieux, dans ces centres d'accueil qui sont situés soit dans le sud de l'Europe, soit de l'autre côté de la rive. Ça me semble une condition tout à fait d'appliquer aux pays africains des autorités européennes qui viennent sur leur territoire pour leur dire on va organiser un camp ici. Donc c'est-à-dire il faut choisir. Comment est-ce qu'on peut faire? Après, c'est très naïf et sûrement bisounours, mais pour empêcher les passeurs de travailler, il suffit de laisser passer les gens. Les passeurs ne travaillent que si les gens ne peuvent pas passer. Voilà. Vous avez raison, mais par contre, en Angleterre, c'est difficile de les laisser passer, puisque l'Angleterre ne veut pas qu'ils arrivent chez eux. Bien sûr. En tout cas, le problème chez nous, c'est ça. Si on pouvait les laisser passer, ce serait. Non, mais alors qu'on les garde et qu'on leur donne, qu'on les accueille, quoi. C'est ce que disait. Oui, un centre d'accueil. Et accueillir comment? Pourquoi? Comment? Ça. Ça doit être de manière décente. Et aujourd'hui, on est en train de bricoler. Moi, j'ai sur ma commune un lieu d'accueil qui est l'ancien internat de la communauté française. On bricole en permanence. Il y a environ 120 personnes qui sont là. C'est vrai qu'il faudrait recenser les structures possibles, faire les investissements nécessaires. Ça, c'est l'État fédéral qui doit prendre ça en charge. Oui, enfin, c'est l'État fédéral, mais je pense que c'est également les régions et les communautés. Et des communes comme les nôtres, Forêt ou Molenbeek, font beaucoup d'efforts pour l'accueil, justement, notamment des primo-arrivants. Je peux vous assurer que dans nos écoles, il y a justement une intégration importante qui se fait des primo-arrivants, des enfants, mais on n'a aucune aide supplémentaire, on n'a aucun soutien ni de la région ni des communautés pour ces publics-là. C'est véritablement mis à la charge des communes. Et donc ça ne va pas non plus. Moi, je suis pour des politiques. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Parce qu'on a l'impression que le MR se plaint de ne pas recevoir d'argent de la fédération. Absolument. Et du côté du PS, on se plaint plutôt de ne pas recevoir d'argent du fédéral. Alors, oui, et donc là-dessus, qui a raison? Chacun doit prendre sa part. On ne va pas se mettre d'accord ici, mais je crois que c'est au fédéral à assumer en priorité. Mais dans le cas des écoles, cas des écoles, est-ce que vous le vivez aussi? Dans le cas des écoles, on a quand même des aides de la région et de la fédération. Et qui sont tout à fait limitées par rapport aux difficultés qu'on rencontre. En plus, ce sont souvent des enfants qui arrivent dans des quartiers plus compliqués, où il y a beaucoup plus de défis urbains et de cohésion sociale. Et donc, il faut, je dirais, des politiques d'accompagnement qui sont encore plus fortes à l'école, mais aussi après l'école. Et ça, on n'en a pas. Voilà, il n'y a pas suffisamment. Voilà, on compense, alors que ce sont des communes qui ont des difficultés financières. Tout à fait. Et au niveau de l'engagement des enseignants, avec d'excellents résultats chez des primo-arrivants qui réussissent leur CEB alors qu'ils sont arrivés un an avant de le passer, c'est quand même remarquable. Et l'engagement des professeurs et des associations citoyennes. Je crois que c'est quelque chose à souligner. C'est que, là, encore une fois, le pouvoir public est défaillant. Mais vous ne parlez pas du même pouvoir public. Voilà, non, c'est vrai, vous ne parlez pas du même. Plus aussi. Les communes devraient pouvoir faire plus aussi. On est en bout de chaîne et on nous demande d'assumer beaucoup de choses sans qu'on en ait l'air. Oui, mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans un monde bizarre. L'école, c'est la fédération, les réfugiés, c'est le fédéral. Enfin bon, et donc du coup, c'est plus personne. On fait rien. Priscilla Haddad. Et du coup, on ne fait rien, on discute, et en attendant, il y a des enfants, des femmes qui meurent pendant que nous, on essaye de rejeter la balle, etc. C'est quand même, on parle de vie, quoi. Oui, c'est important de s'arranger. Au niveau communal, on le fait. On va pas sauver les gens en mer, ça c'est vrai, mais ça c'est vraiment pas notre rôle. Mais je peux vous assurer qu'on est attentif. Il y a des gens qui ne sont pas dans des situations dignes au jour d'aujourd'hui en Belgique. Ah oui, mais ça je suis tout à fait d'accord. Ils sont arrivés, qui ne sont pas pris en charge. Il y a des enfants qui sont dans la rue, qui sont agressés tous les soirs, des adolescents, des gamines de 9 ans. Et ça, c'est la Belgique aujourd'hui en 2018. Vous avez tout à fait raison. Et nous, on fait un maximum avec les moyens qu'on a, mais il y a des gens qu'on n'arrive pas non plus à convaincre d'accepter. Moi, j'ai quelqu'un qui dort sous un pont depuis 2 ans. On lui a proposé je vous assure que les adolescentes qui arrivent des pays qui se font agresser tous les jours, vous leur offrez un toit, ils disent oui, merci beaucoup.
Marcel Sel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais demander à la représentante du gouvernement MRNVA néolibéral, est-ce que vous trouvez normal qu'on renvoie des familles, je ne parle pas du fait qu'on les enferme quelque temps avant de les envoyer, mais simplement le fait qu'on les renvoie alors qu'ils ont des enfants que nous pouvons éduquer, que nous pouvons... Est-ce qu'on pourrait accepter toutes les familles? Voilà, est-ce que... Bon, sauf évidemment des pères criminels, mais enfin c'est rarissime. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on renvoie des familles? Alors voilà, comme on l'a justement évoqué, la politique d'accueil et de migration, ça doit être une politique réfléchie et qui doit aussi se penser dans le futur et pas toujours dans la gestion de l'immédiateté. Je pense qu'on n'a jamais pris le temps de réfléchir à comment on allait organiser l'immigration et comme vous avez dit, il y a les politiques d'accueil par rapport à des personnes qui sont des candidats réfugiés, qui sont persécutés dans leur pays. Il y a aussi des politiques par rapport à des migrants économiques. Ils sont aussi nombreux. Et qui ont des atouts. Voilà, il faut réfléchir à gérer ces politiques, notamment par rapport aux métiers en pénurie, par rapport aux personnes qui viennent avec des qualifications qui sont un plus dans le développement économique et social du pays d'accueil. Ça n'a pas été suffisamment fait, alors que l'Australie ou le Canada le font depuis des décennies. Enfin, l'Australie, c'est pas un bel exemple. Donc l'immigration, à côté de ça, il faut aussi, par rapport, quand il y a des familles qui sont sur le territoire, si ce sont des familles qui sont depuis longtemps en Belgique, qui ont attendu, dont les enfants étaient à l'école, qui se sont insérés dans la vie sociale et culturelle et économique, oui, il faut leur permettre, il faut leur donner la possibilité de rester. Mais il faut que les procédures se fassent très rapidement et que, justement, pour certaines familles, elles puissent, après une courte période, retourner dans leur pays d'origine et qu'on les soutienne pour leur retour dans leur pays d'origine, qu'on leur donne la possibilité de développer une autre vie quand elles seront de retour. Rapidement, votre avis là-dessus, Marc-Jean Griset? Il y a un problème manifeste sur la longueur aussi des procédures parce que les services sont totalement débordés et que il n'est pas normal que des gens qui ont construit leur vie en Belgique, tout d'un coup, après 10 ans, alors qu'ils ont des enfants scolarisés ici, reçoivent un ordre de quitter le territoire. Ça n'a évidemment aucun sens. Alors qu'on va passer à présent à nos coups de cœur. Et on commence avec vous, Hamza. Vous allez nous parler d'un nouveau média, qui existe à peine depuis un mois. Oui, depuis un petit mois ou un grand mois, on va dire. Oui, il s'agit de Tout va bien. C'est un média, un web média qui vient de se lancer sur un web média critique, sur un peu le mode de média du type Brut, Combini, mais plus critique. Un peu plus militant de gauche. Voilà, je nuancerai un petit peu votre propos, Jean-Jacques, quand même. Mais justement, il parle un petit peu... ils font un peu des petites vidéos pédagogiques pour vulgariser toute l'info que les experts, pas ici, mais les experts dans les gouvernements, jugent, on dit, mais trop compliqué pour le bas peuple. Eux, ils disent, en fait, non, rien n'est plus compliqué. On vulgarise. Et ils parlent de questions migration, de burn-out, de... présence ou pas d'extrême droite au gouvernement en Belgique et dans l'Europe, etc. Donc c'est des questions d'actualité et il les traite avec un point de vue très critique que je trouve sera très bénéfique pour la Belgique francophone. Vu que c'est un média francophone. Dans la diversité des médias dont nous parlons. Exactement. Et ça s'appelle donc Tout va bien. Tout va bien, c'est toutva-bien.tv, tout va bien sur Facebook, allez les voir, ils font du magnifique boulot. Oui, très bien. Alors vous, Pauline, vous vouliez nous parler d'une expo. Oui, donc moi j'ai amené c'est dans votre journal, page de mon journal, mais qui parle d'une expo d'un autre journal, mais bon, du même groupe quand même. Oui. Et donc c'est une expo sur les 90 ans du Soir Mag, avec toutes les unes, et c'est centré sur la famille royale. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça retrace quand même du coup toute l'histoire de la Belgique, Seconde Guerre mondiale, indépendance du coup. Oui, et qu'est-ce qui vous a frappé dans cette expo? Il y avait déjà des people en fait. Oui, je trouve ça rigolo de voir des vieilles unes, parce qu'on a toujours tendance à croire que maintenant la presse est que sur des trucs un peu people light, et là on voit qu'ils avaient fait une sur la princesse Paola qui a changé de coiffure.
Voilà. Bon. Ben maintenant, on va demander à Marcel Sel s'il a changé de coiffure. Non, il va nous parler lui, d'une petite fête qui a lieu chez lui. Voilà, comme ça, non, comme les vacances commencent et que tout le monde ne peut pas partir tout de suite, certains ne pourront même pas partir du tout, eh bien, il y a moyen de se dépayser en voyageant dans le temps, en allant à la fête de Lückelbeek, au parc du Wolvendal, qui est une fête moyenâgeuse, avec des musiques moyenâgeuses, des concours d'escrime médiévale. Donc ça, voilà. Est-ce que c'est aussi bien que la fête médiévale de Forêt? Aujourd'hui et demain. Pardon? nouveau la fête médiévale. Oui, mais alors il y a les mêmes... Priscilla, à vous. Alors pour moi, c'est l'inauguration de la place Lumumba. Enfin, donc à l'entrée de Matongué, juste en face du métro Porte de Namur, il y aura une statue de Patrice Lumumba qui a été assassiné et qui... je trouve que c'est très important, en fait, le symbole, c'est de la société civile qui se bat depuis des années pour qu'il y en ait une. Et voilà, peut-être que petit à petit, on commence à décoloniser vraiment la Belgique et c'est un très beau symbole, je trouve. Oui, surtout avec les travaux de rénovation du tunnel Lumumba. Et c'est aujourd'hui, mais juste pour dire, c'est aujourd'hui de midi à 17h. Ce samedi, effectivement. Ouais. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est le podcast justement de Priscilla, que vous voyez là, elle-même. Ça s'appelle « Elle m'inspire » et c'est l'occasion d'entendre et parfois de voir, quand c'est des Facebook Live, des femmes entreprenantes et entrepreneuses. Elle fait une levée de fonds pour l'instant pour qu'elle puisse faire une saison 2 de son podcast. Donc, rendez-vous sur son site monprisme.com. Alors, merci à tous, invités et chroniqueurs, d'être venus. Bon week-end, bonnes vacances. Les experts reprennent samedi 8 septembre exactement. Mais on se retrouve encore pour l'interview politique. Ça reprend mercredi à 18h15. Attention, changement d'horaire. Au revoir.